De Moulo de Pharaoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 6. La mission Lambert, séparée du collège par la largeur d'une rue, est située en haut de la ville. Elle occupe un terrain carré d'une 60aine de mètres. À l'un des angles se trouve le logement de la famille. À côté, il y a la salle du culte, une grande salle nue, avec des chaises, une table noire, un harmonium. Les chambres d'élèves occupent tout un côté du carré, 6 au rez-de-chaussée, 6 au premier étage. Il y a une cour fermée, un jardin bien entretenu, avec un bassin ombragé, 2 tonnelles et de larges bancs. C'est dans cette demeure hospitalière que Menrad et son ami Azir passèrent 4 années. C'est là qu'ils goûtèrent bien des fois en commun une joie sans mélange, fruit de leur espérance. C'est là que se cimenta entre eux une de ces amitiés que le temps ne peut pas détruire parce qu'elle n'a pour objet que la mutuelle estime et la mutuelle compréhension. Menrad ne tarda pas à prendre le complexe d'infériorité qui lui enlevait tous ses moyens. Quand il s'aperçut que ses camarades n'étaient pas des phénomènes, entre guillemets, il se mit résolument au travail pour acquérir un rang honorable. Il ne tarda pas, tout comme son ami, à passer pour un bûcheur. Ni l'un ni l'autre ne considérait ce qualificatif comme une injure. Très vite, on se le tint pour dit et on les laissa tranquilles. Tous les dimanches, ils allaient dans la forêt, sous la conduite du chef, s'initier aux joies du scoutisme. Menrad s'étonnait que de graves personnes, comme le missionnaire, perdissent leur temps à des choses si puériles. Les bergers de chez lui faisaient donc du scoutisme sans le savoir. Pour la théorie, la morale, les différents articles de la loi de l'éclaireur, c'était inattaquable. L'enthousiasme des 2 jeunes montagnards diminua beaucoup cependant lorsqu'ils constatèrent qu'un éclaireur, malgré tout, peut être hypocrite, jaloux et menteur. Mais il est vrai que le chef était un éclaireur au sens le plus noble du mot. Azir et Menrad ne tardèrent pas à subir ces sorties du dimanche comme des corvées. On ne les vit jamais rechercher un grade quelconque. Ils ne s'intéressaient qu'à leur travail de classe. Le chef s'en aperçut. Puisqu'ils donnaient satisfaction par leur conduite, ils ne pouvaient rien exiger de plus. Ils adoptèrent la même attitude au cours des réunions du soir à la salle du culte. Ils y allaient régulièrement, lisaient un verset de la Bible comme tout le monde, chantaient des cantiques avec application, écoutaient respectueusement le commentaire du chef et revenaient dans leur chambre reprendre sans hésitation leur travail interrompu. On ne les voyait jamais demander un éclaircissement sur un verset quelconque, ni aller au salon se faire expliquer tel ou tel point de religion, ou demander au pasteur de prier pour eux. Le missionnaire recevait souvent, avec plaisir, des visites de ce genre plus ou moins sincères. Mais ces 2 garçons y sentaient très bien qu'ils lui échappaient. Leurs 2 volontés bien unies n'en formaient qu'une, difficile à apprivoiser. Il n'y avait pas moyen de les séparer. Pourtant, ils n'y mettaient aucune malice. Ils n'avaient aucune aversion pour la religion protestante. Au contraire, à la longue, ils se prirent à l'aimer pour sa simplicité et son indulgence. Ils connurent à fond la Bible et le Nouveau Testament. Ils prenaient plaisir à chanter même seuls les cantiques qu'ils avaient appris à la gloire du crucifié. Souvent, dans le secret de leur cœur, ils prièrent comme ils avaient vu prier. Mais seules leurs études avaient de l'importance à leurs yeux. S'ils habitaient chez le missionnaire, c'était pour pouvoir mieux travailler. Leur volonté de réussir était farouche, leur fermeté inébranlable. Ils passèrent ainsi de gaieté de cœur 4 années,
de 15 à 19 ans, leurs années d'adolescence, celles dont dépend pour chaque homme sa santé et son bonheur futur. Pendant le jour, c'était la classe. Le soir, après le culte, ils travaillaient à la lumière électrique jusqu'à 10 heures.